Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien. Donc, je prends la parole ici en tant que docteur Bienvenu Ileka. Alors, je suis le modérateur et aussi le coordonnateur de Santé Quiz Asbel, l'association qui organise donc Santé Quiz Academy. Pour ceux qui le savent déjà, ce sera un rappel. Pour ceux qui sont là pour la première fois, Santé Quiz Academy est une plateforme de formation médicale continue pour tous les professionnels de santé. Alors, Santé Quiz existe depuis 2021 et depuis 2022, nous avions lancé des sessions de formation médicale continue avec les personnels de santé. Nous œuvrons bien sûr dans d'autres secteurs en dehors de la formation continue, notamment dans l'éducation sanitaire, dans la sensibilisation santé et bien d'autres initiatives. Je pense que vous aurez l'opportunité de pouvoir entrer en contact avec tout cela par le biais de nos différentes plateformes de communication sur les réseaux sociaux et j'en passe. Alors ici, nous sommes là ce soir pour le compte de Santé Quiz Academy, qui est un programme que nous avons lancé cette année. Il s'agit d'un programme de formation médicale continue, essentiellement digitalisé. Digitalisé, pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de contraintes dans l'organisation des activités en présentiel les années passées. Les contraintes logistiques, financières, temporelles, ainsi de suite, ce qui faisait en sorte que la participation de certains était un peu réduite. Et nous nous sommes dit qu'avec le digital, et puisque le monde est en train de virer vers là, avec aujourd'hui l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de communication, nous nous sommes dit de mettre en place un mécanisme qui permettrait à chacun, se retrouvant chez lui, peut-être dans un transport, dans la voiture, et je ne sais pas de quel coin de la Terre qu'il se trouve, pourrait bénéficier au fait de différents... On distingue dans l'insuffisance cardiaque gauche, l'insuffisance cardiaque droite et l'insuffisance cardiaque globale. L'insuffisance cardiaque globale comprend les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque gauche et de l'insuffisance cardiaque droite. Alors, plus important au plan thérapeutique et pronostique, c'est cette distinction en fonction de la fraction d'éjection ventriculaire qui est mesurée à l'échographie. La fraction d'éjection ventriculaire à l'échographie, c'est une mesure qui nous permet de connaître le niveau de la fonction systolique du ventricule gauche. C'est calculé très simplement. Il y a une formule, je n'ai pas mis ici, j'aurais pu mettre. C'est le volume télédiastolique moins le volume télésystolique et vous divisez par le volume télédiastolique et ça vous donne un pourcentage. Au fait, ça représente le pourcentage que le ventricule, du volume télédiastolique que le ventricule gauche a pompé dans la circulation générale. Elle est normale entre 50 et 70%, voire un peu plus dans certaines situations. Alors, par rapport à ça, on distingue donc deux types. Ça, c'est calculé à l'échographie cardiaque, mesure très simple par les cardiologues. Donc, insuffisance cardiaque, fonction ventriculaire gauche altérée, quand la fraction d'éjection ventriculaire gauche est inférieure à 40%, c'est inférieur à 40%. Et on dit que l'insuffisance cardiaque est à fonction préservée lorsque c'est au-dessus de 40%. C'est important, vous allez voir, pour la conduite thérapeutique. Alors, comment se manifeste l'insuffisance cardiaque? Le malade vient consulter parce qu'il a une dyspnée d'effort. C'est un signe très fréquent. Quelqu'un qui marchait normalement du jour au lendemain ou progressivement, il a du mal à faire quelques pas pour monter les escaliers. Il s'essouffle. Une forme de dyspnée qui est caractéristique, c'est la dyspnée des décubités. Oui. Pardon? Vous m'entendez? Bienvenue. Bienvenue, vous m'entendez? Oui, on vous entend très Ah bien. oui, d'accord, parce que j'ai entendu
Un bruit Ouais, de fond, je pensais que c'était une question voilà. ouais. Alors, une forme de dyspnée qui est caractéristique, c'est la dyspnée des décubitus. Ça apparaît quand le malade s'allonge, il étouffe, il est obligé de dormir en position demi-assise ou de mettre plusieurs oreillers pour ne pas étouffer. Ça s'appelle des lortopnées. C'est très caractéristique. C'est vraiment très caractéristique de l'insuffisance cardiaque. Et les crises d'étouffement, j'en parle, mais là, on est plus dans le tableau d'édème pulmonaire aigu, donc de la forme plutôt aiguë. Alors, certains malades ont plutôt une toux qui, sans expectoration, une toux sèche, qui peut typiquement apparaître à l'effort ou même au repos, et qui n'a pas de cause évidente. Donc, ça sont les circonstances, les symptômes qui amènent souvent à consulter. Alors, voici le tableau complet. Euh, quand vous examinez ces patients, il faut vraiment être très rigoureux, hein, faire un interrogatoire complet, une inspection, une auscultation cardiaque, un examen pulmonaire et un examen périphérique. Et ça, c'est vraiment à la portée des médecins généralistes. C'est les fondamentaux de la sémiologie de l'insuffisance cardiaque que tout médecin, et en particulier tout médecin généraliste, devrait, comment dire, maîtriser. Vous interrogez votre patient. Il vous dit, j'ai une dyspnée à l'effort. Il vous donne les caractéristiques. Quel type d'effort? Il peut vous dire, j'ai une dyspnée des décubitus, des lortopnées. Il peut vous dire, je suis fatigué, anormalement fatigué en faisant des efforts, en faisant des petits efforts. J'ai une toux à l'effort. La dyspnée peut être de type asthmatiforme. Il vous dit aussi, il peut vous dire, mon cœur bat vite, j'ai une tachycardie réflexe. Revenez à la physiopathologie. Le trouble cognitif, c'est beaucoup plus tardif, c'est des formes plutôt avancées et tout ça, ou chez les sujets âgés qui supportent mal la diminution du débit cardiaque. Ça, c'est l'insuffisance cardiaque gauche, quand le cœur gauche est touché. À l'interrogatoire, vous avez ça. Et vous voyez à côté l'insuffisance cardiaque droite. Il y a des choses qui sont similaires. La dyspnée, fatigue. Mais ce qui est très caractéristique de l'insuffisance cardiaque en termes d'anamnèse, le malade va rapporter des douleurs du foie, de l'hypocondre droit. J'ai mal au foie en faisant un effort. J'ai des édèmes des membres inférieurs. Pensez à l'insuffisance cardiaque. Alors, quand vous inspectez votre patient, vous le regardez, il est dénudé ou à peine habillé, vous pouvez voir qu'il respire vite, il a une tachypnée. Dans les formes un peu importantes, on peut observer une cyanose aussi dans l'insuffisance cardiaque gauche. Du côté droit, ce qui est caractéristique, c'est la turgescence jugulaire et l'édème des membres inférieurs. La turgescence jugulaire, comme le mot l'indique, c'est les veines du cou qui sont turgescentes. Elles sont toutes remplies de sang bombé, vous les voyez. Et les édèmes des membres inférieurs, caractéristiquement, c'est des édèmes qui sont mous et qui prennent le godet. Quand vous mettez le doigt, ça laisse une marque. Ça prend le godet. Expression des cliniciens français. Alors, l'auscultation, bon, c'est un peu plus... il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Il faut passer dans un service de cardiologie où vous avez ausculté des patients pour bien maîtriser cela. La tachycardie, bon, à l'auscultation, c'est facile, hein. Vous prenez le poids à l'oreille ou la fréquence cardiaque à l'auscultation ou au pouls, c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est le bruit de galop protodiastolique, ou appelé le B3. C'est un troisième bruit qui survient en diastole, après le deuxième bruit. Ça fait, le bruit normal, c'est tout, tout, la diastole, tout, tout, la diastole. Et quand il y a un troisième bruit, ça fait tout, 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 tout. Il y a trois bruits. Il est souvent discret, il faut avoir l'habitude d'ausculter, et ça, vous pouvez le faire que
à côté d'un cardiologue dans un service des cardio qui reçoit pas mal d'insuffisance cardiaque. Il y a aussi également, on peut entendre un souffle d'insuffisance mitrale, notamment quand le VG est dilaté, l'anneau mitral également est dilaté, la valve mitrale, même si elle n'est pas abîmée, elle se ferme mal, elle est béante en systole et laissant reflux vers l'oreillette gauche et ça donne ce souffle d'insuffisance mitrale. À l'auscultation cardiaque, on peut trouver aussi les signes de la maladie causale, d'autres valvulopathies. Alors, du côté droit, en cas d'insuffisance cardiaque, on aura à peu près la même chose, une tachycardie, mais cette fois-ci un galop droit, un souffle d'insuffisance tricuspide, parce qu'on est à droite, et le signe de Carvalho. Le signe de Carvalho, c'est un souffle d'insuffisance tricuspidienne qui augmente à l'inspiration profonde. Il est très bien entendu au niveau du creux, xyphoïdien. C'est là où vous l'entendez le mieux. Et l'éclat de B2, c'est un deuxième bruit cardiaque qui est plus claqué, qui est plus fort. Et ça témoigne de la présence d'une élévation de pression au niveau pulmonaire. Cette partie-là, auscultation, vraiment, il faut aller dans un service de cardiologie ou de médecine interne pour s'habituer à ça. L'examen pulmonaire, beaucoup plus accessible, c'est les crépitants qui sont classiques dans l'insuffisance cardiaque ou les sous-crépitants. Vous pouvez aussi avoir une matité à la base qui correspond à un épanchement pleural. Dans l'insuffisance cardiaque droite, c'est pareil. Examen périphérique, l'hypotension, c'est plutôt dans les formes graves. Habituellement, une insuffisance cardiaque qui n'est pas grave, la pression artérielle est maintenue pendant longtemps. Quand la pression artérielle baisse, alors qu'il n'y a pas de médicaments, là on rentre plutôt dans un tableau de bas débit cardiaque. C'est un signe de gravité, ça peut être un signe de gravité. Alors, à l'examen périphérique, pour l'insuffisance cardiaque droite, vous allez avoir des signes qui sont très, très évocateurs et qui sont spécifiques de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous pouvez observer la turgescence jugulaire ou s'il n'y a pas de turgescence jugulaire, un reflux hépato-jugulaire. Ça veut dire quoi? Sur un malade qui est en position couchée mais un peu relevée, il n'y a pas de turgescence jugulaire, mais quand vous appuyez au niveau de l'hypochondre droit, vous voyez la veine, les veines jugulaires s'est gonflé et ça reste gonflé même en inspiration profonde. C'est ça le reflux hépato-jugulaire. Au fait, la compression du foie augmente le retour veineux et ça se voit au niveau de veine jugulaire. Il y a un signe qu'on appelle le signe de Harzer qui est très caractéristique de l'insuffisance cardiaque. C'est au fait, si vous avez l'habitude, au niveau du creux sternal ou au niveau xyphoïdien, en passant la main, vous pouvez palper les battements du ventricule droit. Parce que quand il est dilaté, évidemment, il occupe un peu la partie antérieure de la cage thoracique. Et il y a un déplacement du cœur droit vers la gauche et ça occupe cette partie antérieure et vous pouvez bien palper le ventricule droit à ces niveaux-là. Bon, pas facile, mais si vous avez l'habitude. Ouais. L'hépatomégalie, ça c'est vraiment abordable. Hein. Vous palpez bien l'hypochondre droit et vous trouvez un gros foie. C'est jamais très gros, hein. C'est 1 doigt, 2 doigts du rebord costal. Et en palpant le foie, vous pouvez, les malades peuvent vous dire j'ai mal, hein, l'hépatalgie, et cette hépatalgie, je le rappelle, très caractéristiquement, ça survient à l'effort. Voilà. Donc, au niveau de l'examen clinique, il faut être complet, en sachant que les signes ne sont pas spécifiques. Les seuls signes qui sont spécifiques du côté de l'insuffisance cardiaque gauche, c'est l'orthopnée et le bruit de galop, les troisièmes bruits et les crépitants. Encore que dans les crépitants, on peut trouver aussi
il y a un diagnostic différentiel à faire avec d'autres syndromes interstitiels. Du côté droit, ce qui est spécifique de l'insuffisance cardiaque, c'est tout ce que je vous ai mis en gras, les pathologies, notamment à l'effort, les édèmes des membres inférieurs, le bruit de galop, le troisième bruit droit, la turgescence jugulaire, le reflux hépatojugulaire, le signe des Harzer, si vous arrivez à l'identifier, et l'hépatomégalie. Voilà pour la partie clinique. Alors, ça, c'est un diapo intéressant pour vous montrer la classification de la dyspnée d'après l'association new-yorkaise de maladies cardiaques, hein, la New York Heart Association. Alors, il propose une classification en 4 niveaux. L'intérêt, c'est ça vous permet de suivre l'évolution de votre patient et ça a également un intérêt pronostique. Alors, au niveau 1, il n'y a pas de dyspnée. Donc, ces patients-là, en général, ils ne sont pas insuffisants cardiaques. Ou alors, ils ont fait une insuffisance cardiaque, on les a tellement bien traités qu'ils n'ont plus de dyspnée. Ça peut exister. Niveau 2, c'est un essoufflement pour des efforts importants qui sont supérieurs aux efforts de la vie quotidienne. Les niveaux 3, c'est beaucoup plus gênant. C'est un essoufflement qui apparaît pour des efforts modérés de la vie quotidienne. Et le niveau 4, la classe 4, c'est un essoufflement au repos ou pour des efforts vraiment minimes. Le fait de faire 2-3 pas, le fait d'aller se coucher, le fait de lever une chaise et tout ça, ça essouffle le patient. Quand le patient est vraiment en insuffisance cardiaque, vous allez le voir au niveau 3-4 et quand il est bien traité, vous le stabilisez, il va passer au niveau 2. Au niveau 2. Voilà. Et dans les patients qui ne s'améliorent pas, qui restent au niveau 3, malgré un traitement maximal, leur pronostic est réservé, bien entendu. Voilà une synthèse encore des signes cliniques, hein, un tableau récapitulatif qui vous permet de voir là où c'est plus dense, ça existe. Par exemple, vous voyez là, l'orthopnée, ça existe dans l'insuffisance cardiaque gauche et pas dans l'insuffisance cardiaque droite. Et ça peut exister dans l'insuffisance cardiaque globale. Je dis ça peut exister parce qu'au fait, quand il y a une insuffisance cardiaque globale, vous imaginez bien que la pression au niveau pulmonaire, ça peut baisser parce que comme le cœur droit est défaillant, il va donc toute la pression va se déverser plutôt sur le cœur droit et les poumons sont soulagés. On peut ne pas avoir d'orthopnée dans l'insuffisance cardiaque globale. Alors, ce qui est important, c'est devant ces signes, il faut évoquer une insuffisance cardiaque et faire un bilan pour confirmer les diagnostics. Qu'au niveau des membres inférieurs, il y a un phlébite associé. Voilà. L'examen clinique, évidemment, essentiellement, c'est le souffle cardiaque, valvulopathie. Et ici, dans l'enquête étiologique, l'électrocardiogramme prend toute sa valeur parce qu'il va apporter, quand ces éléments sont importants, ces signes sont importants, des éléments diagnostiques étiologiques très importants. L'électrocardiogramme vous permet de diagnostiquer un trouble du rythme, tachycardie soutenue ou de la conduction, bradycardie sévère. Ça permet de diagnostiquer la présence d'une maladie coronaire sous forme d'ischémie myocardique, les ondes T qui sont négatives, inversées, ou les segments ST qui est surélevé en rapport avec un infarctus en train de se constituer. Voilà. Et la biologie, évidemment, endose systématiquement les troponines cardiaques parce que quand elles sont élevées, c'est un des marqueurs le plus fiable d'ischémie myocardique, de nécrose myocardique, d'infarctus du myocarde. Donc, il faut les doser systématiquement, notamment quand les patients ont des facteurs de risque pour se faire un accident coronaire. Là aussi, on peut regarder des causes particulières comme l'hyperthyroïdie en dosant la TSH. La radiographie pulmonaire, c'est surtout pour trouver un facteur déclenchant comme l'infection pulmonaire, en dehors de signes, comme l'avait dit, diagnostic positif. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, là où
l'enquête étiologique va devenir vraiment très intéressante, c'est avec des examens plus spécialisés des cardiologies. Notamment, le premier de ces examens, c'est l'échographie cardiaque. Vous avez également le Holter et les ECG. Vous avez l'IRM cardiaque, les coroscanners et la coronarographie. L'échographie cardiaque, elle peut apporter beaucoup d'éléments diagnostiques. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, bien sûr, la fonction, la fraction d'éjection ventriculaire, la FEVG que je vous ai mis là, pour classer l'insuffisance cardiaque, si c'est fonction altérée ou fonction préservée. Vous allez regarder si le ventricule gauche est dilaté, si sa cinétique, c'est-à-dire la façon dont le cœur se contracte est normale ou pas. Si vous voyez une zone qui ne se contracte pas, qui est hypokinétique ou akinétique, comme on dit, c'est un signe peut-être d'infarctus du myocarde. Vous pouvez faire le diagnostic de valvulopathie à l'échocardiographie, toutes les valvulopathies, rétrécissement mitral, insuffisance mitrale, insuffisance aortique, insuffisance tricuspide. Vous pouvez diagnostiquer toutes les valvulopathies et les quantifier encore plus importantes, parce que ça peut être de petites valvulopathies, mais quand c'est des fuites, par exemple une insuffisance mitrale importante, clairement, elle a probablement participé, permet de faire aussi le diagnostic d'une séquelle d'infarctus du myocarde. Les Holter ECG, c'est un enregistrement de 24 heures du rythme cardiaque. Si vous avez des éléments, par exemple le patient a rapporté des palpitations, ou vous avez vu rapidement à l'électrocardiogramme un rythme irrégulier, mais après le rythme a disparu, vous pouvez demander, les cardiologues peuvent demander un Holter ECG, c'est-à-dire un enregistrement de 24 heures j'aurais pu vous mettre des images, de l'électrocardiogramme, comme un petit boîtier. C'est un petit boîtier qui a aujourd'hui la taille d'un téléphone, avec seulement 3 électrodes placées sur la poitrine. Le malade repart avec ça pendant 24 heures, ou bien quand il est hospitalisé, on enregistre et on analyse le rythme cardiaque. On peut trouver quoi essentiellement? Des épisodes des tachycardies soutenues, que ce soit des tachycardies venant des oreillettes ou du ventricule. L'IRM cardiaque participe également c'est un examen clé aussi, mais ça, en cardiologie, c'est fait. Ça apporte plus d'éléments que l'échographie du cœur, avec plus de précision. S'il y a une suspicion de maladie coronaire, il faut faire une coronarographie au malade. Aujourd'hui, on a des coroscanners, hein. C'est des examens, c'est un examen de coronaire c'est une angio numérisée, hein. On n'a plus besoin de monter une sonde au niveau des artères du cœur. On injecte juste un produit en périphérie et ça va, et avec l'imagerie numérisée, on va reconstituer au fait l'image des coronaires et on va voir s'il y a des rétrécissements qui sont serrés, qui expliqueraient qu'il y ait une ischémie myocardique. Et l'intérêt de la coronagraphie, c'est que ces patients-là, quand vous trouvez une étiologie, quelle que soit la cardiomyopathie, parce qu'au fait, il y a une atteinte du muscle cardiaque qui devient quelque part hypotonique et qui n'assure pas bien la fonction pompe. Alors, il y a beaucoup de formes pour lesquelles on n'a pas de cause. On appelle ça des formes idiopathiques. Vous pouvez les voir chez des sujets jeunes, hein, la quarantaine, même la trentaine et tout ça. Vous pouvez voir ça. Vous pouvez trouver des hypertrophies, des cardiomyopathies dilatées, idiopathiques. Sinon, on peut trouver de cardiomyopathies d'origine toxique ou due à une carence ou d'origine endocrinienne. Alors, quels sont ces toxiques, ces carences, ces troubles endocriniens qui peuvent donner des cardiopathies dilatées? L'alcool, je l'avais dit, ça existe des cardiomyopathies alcooliques. Les déficits en fer dans certaines anémies chroniques, ça peut donner de cardiomyopathie. Les déficits en folate, en vitamine B, B9, B12, ça peut donner des insuffisances de cardiomyopathie. Certaines drogues comme la cocaïne,
ça peut donner des cardiomyopathies. Les anthracyclines, les traitements antimitotiques qu'on utilise dans les cancers, pour les traitements des cancers, c'est très toxique en fonction de dose. C'est très toxique pour le myocarde et ça peut donner des cardiomyopathies. Moi, j'en vois pratiquement tous les mois en consultation parce que nous travaillons en coordination avec l'Institut Curie qui fait le traitement, qui est spécialisé dans le traitement des cancers du sein de la femme. Et de pré, avant traitement et après traitement. Et on peut voir chez certaines myothérapies, la fonction cardiaque est altérée. On est obligé de baisser les doses. C'est important de savoir que les traitements oncologiques, certains sont toxiques pour le cœur et il faut faire une évaluation auprès du cardiologue. Les anabolisants que certains sportifs utilisent pour gonfler leurs muscles et tout ça, c'est toxique pour le cœur aussi, ça peut donner des cardiomyopathies. Les myocardites, il faut le rechercher, notamment chez les sujets jeunes. Un sujet de 40 ans qui n'a pas de facteur de risque, qui n'a pas d'hypertension, qui n'a pas de souffle cardiaque, s'il fait une insuffisance cardiaque, souvent c'est une insuffisance cardiaque plutôt aiguë, il faut rechercher une myocardite infectieuse. Ça peut être d'origine virale, ça peut être transitoire et tout. Et ça existe des formes très graves où vous voyez vraiment le malade en bas débit, en état choc, il est obligé d'être hospitalisé, on le met sous assistance circulatoire et si on le permet de passer un cap, le cœur derrière n'est pas abîmé, peut se reconstituer complètement. Mais c'est des formes plutôt aiguës, les myocardites. Mais évidemment, quand ça évolue à bas bruit, de façon insidieuse, ça peut donner des cardiomyopathies dilatées et être étiqueté idiopathique parce que le diagnostic d'origine virale ou bactérienne n'a pas été fait en ce moment-là. L'hémochromatose, l'excès en fer, évidemment, peut donner les cardiomyopathies. Les dysthyroïdies, mais dans l'hyperthyroïdie, on a des cardiomyopathies avec des débits cardiaques qui sont hauts plutôt. C'est très typique de l'hyperthyroïdie. Dans l'acromégalie aussi, un excès d'hormones de croissance, ça peut donner aussi des cardiomyopathies. Voilà, tout ça, c'est des pathologies qu'il faut connaître. Il faut avoir cette culture-là de médecine interne. Vous savez vous connaissez les causes, mais en pratique, ce n'est pas vous qui allez faire les diagnostics, c'est plutôt le médecin spécialiste. Et enfin, il y a les troubles du rythme et les bradycardies sévères. Ce qui est particulier dans les troubles du rythme cardiaque, notamment la fibrillation auriculaire, c'est que ça peut être cause et conséquence à la fois. Dans un insuffisant cardiaque, à un moment de son évolution, ça peut se compliquer des troubles du rythme cardiaque. Tout comme prévalente au même titre que les pathologies infectieuses. Et donc, il faut rechercher systématiquement, ne fût-ce qu'à l'interrogatoire, si le patient n'a pas présenté une douleur thoracique qui peut évoquer une angine de poitrine ou un infarctus du myocarde et tout ça. Mais c'est vrai, je vous le concède, ce travail est fait de façon beaucoup plus experte par le cardiologue. Donc, message, toutes les cardiopathies du cœur gauche peuvent évoluer vers une insuffisance cardiaque gauche. Diapo suivant. Alors, toujours dans les cardiopathies du cœur gauche, je voudrais rappeler deux choses seulement. C'est les cardiopathies idiopathiques. C'est fréquent en Afrique, c'est-à-dire des gros cœurs. On ne connaît pas la cause, c'est des cardiomyopathies. Ça peut être dilaté ou pas, ça peut être des gros cœurs ou des cœurs hypotoniques, ça existe. L'alcool, c'est une cause de cardiomyopathie, il faut le savoir, l'abus d'alcool.
Il y a des cardiopathies carentielles, déficits en fer, et dans nos contrées, il y a des déficits en vitamine B1, les beriberi. Ça existe encore en Afrique. En Europe, ça a des pathologies qui disparaissent. En Afrique, ça existe encore. Voilà, et j'attire votre attention sur une cardiomyopathie aussi qui est fréquente chez la femme, c'est les cardiomyopathies du péripartum. On n'en connaît pas la physiopathologie, l'éthiopathogénie. Ça peut apparaître entre le dernier mois de la grossesse et les 5e mois après l'accouchement. Sous traitement, ça peut disparaître complètement ou évoluer ou laisser des séquelles. Les troubles du rythme cardiaque, évidemment, sont une cause d'insuffisance cardiaque à fonction VG altérée. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, pour l'insuffisance cardiaque à fonction VG préservée, ça sont les éléments, les diagnostics le plus important. Je voudrais rappeler seulement une chose, c'est les cardiomyopathies hypertrophiques qui existent, qui n'ont pas de cause, hein, parce que l'hypertension artérielle, ça peut entraîner un épaississement de la paroi du VG, on peut parler des cardiomyopathies hypertrophiques. Mais il y a une forme qui est idiopathique, on ne connaît pas la cause, qu'on trouve chez les sujets jeunes et qui est souvent peut se manifester par un arrêt cardiaque, récupéré ou pas, chez les sujets jeunes au cours d'un effort. Donc, il faut le rechercher systématiquement. Cardiomyopathie hypertrophique du sujet jeune. Moi, j'avais rappelé la dernière fois que j'ai un ami qui est décédé à 16 ans d'un arrêt cardiaque brutal au cours d'un match de football. Et a posteriori, quand j'ai fait les études de médecine, j'ai compris que c'était une cardiomyopathie hypertrophique parce qu'à l'époque, on avait fait une autopsie à IMO et on avait dit à ses parents qu'il avait un épaississement de paroi du cœur. Et plus tard, j'ai compris que c'était une cardiomyopathie hypertrophique. Donc, ce n'est pas rare en cours d'activité sportive. Diapo suivant, s'il vous plaît. Le pronostic, évidemment, c'est une maladie qui progresse qui a une progression graduelle sur plusieurs années, avec des évolutions en poussée, des épisodes de décompensation cardiaque, et parfois ça peut être de poussée aiguë avec édème du poumon. Bon, les autres risques pronostiques, c'est les accidents thromboemboliques, le bas débit, le choc cardiogénique, et ça peut évidemment devenir une insuffisance cardiaque globale au bout d'un certain temps d'évolution. Diapo suivant. Alors là, il y a un message vraiment important là, c'est de dire que lorsque l'insuffisance cardiaque est découverte pour la première fois et les patients étant en Disney stade 3, s'il n'est pas pris en charge, un patient sur 2 va décéder dans la première année. Dans la première année. 55% de mortalité si le patient n'est pas pris en charge dans la première année, correctement pris en charge, s'il est en Disney stade 3 ou 4. Voilà. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, c'est là où on était arrivé la dernière fois, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, s'il y a 3 étapes, hein, la première étape qui est abordable donc aux médecins généralistes, c'est de contrôler l'état hydrosodé. La deuxième étape, c'est d'introduire le traitement de base. Et la troisième étape, c'est d'optimiser ces traitements de base. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, le contrôle de l'état hydrosodé, dans les recommandations actuelles, excusez-moi, c'est écrit très petit, mais je vais vous les lire. Dans les recommandations actuelles, il faut faire des diurétiques de Lens, comme le furosémide, associé à un régime pauvre en sel ou sans sel, toujours, et un nouveau médicament qui s'appelle, c'est l'abréviation anglaise, c'est les SGLT2I. Ce sont des inhibiteurs du cotransporteur du sodium glucose de type 2. Le furosémide, vous connaissez, ça va entraîner une diurèse avec une excrétion de sodium. Le SGLT2 inhibiteur fait la même chose, ça fait perdre du potassium
et en même temps du glucose aussi, d'où l'intérêt chez les diabétiques aussi. Hein. C'est un antidiabétique aussi. La deuxième étape, évidemment, c'est d'instaurer la thérapeutique de base, et ça, c'est le cardiologue qui le fait. Il va prescrire quoi? Il va prescrire des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, dans un premier temps, comme le captopril. Si ce n'est pas bien toléré, il peut prescrire à la place un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, comme ce qu'on appelle les sartans, comme l'Aprovel, hein, irbesartan, candesartan, et introduire également les bêta-bloquants. Alors, tout ça, il faut y aller avec prudence parce qu'il y a un risque quand même de faire baisser la tension et d'aggraver l'état du patient. Si le patient tolère ces traitements, il faut faire des doses maximales, il faut aller jusqu'aux doses maximales tolérables et ajouter à la fin ce qu'on appelle les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes comme les spironolactones si la fonction VG reste altérée ou si les malades continuent à avoir des symptômes. Tout cela, ça se fait en cardiologie. Pour vous, ce qui est important, c'est vraiment de bien gérer la première étape qui est le contrôle de l'état hydrosodé. Et dans un deuxième temps, on va optimiser les traitements, c'est-à-dire essayer d'arriver aux doses maximales. Les autres traitements, c'est les anticoagulants oraux, les digitaliques, et il y a des traitements beaucoup plus spécialisés qu'on utilise en cardiologie, comme le patient qui, pour éviter la mort subite, on peut faire mettre un défibrillateur implantable. On peut aller jusqu'à la transplantation cardiaque dans certains cas. Et avant la transplantation cardiaque, il y a la possibilité aujourd'hui de mettre une assistance ventriculaire de longue durée qui va aider le patient à maintenir les débits cardiaques. Mais ça sont des traitements déjà très, très lourds et très spécialisés. Diapo suivant. Alors, ça, c'était le traitement, le traitement médicamenteux. Il y a une partie du traitement qui est essentielle, c'est les traitements non médicamentés. Et je pense que c'est le travail du médecin généraliste de bien maîtriser ce traitement. C'est quoi? C'est les régimes sans sel. Et s'il y a une hyponatrémie, avec une natrémie inférieure à 135 micromoles par litre, il faut faire une restriction hydrique. Ou aussi la fonction VG est très altérée, inférieure à 30%. Il faut faire une restriction hydrique pour éviter une dilution importante du sodium qui aurait des conséquences au niveau cérébral. L'alcool, moi je dirais interdire l'alcool, sinon une consommation très modérée, un verre au maximum par jour. Le régime alimentaire, c'est important pour réduire les poids, pour contrôler les diabètes et l'hypercholestérolémie. Mais ça, ce sont des mesures au long cours. Au long cours, il faut les mettre en place d'emblée. Hein. Il ne faut pas attendre, il faut conseiller le patient, il ne faut pas attendre. L'activité physique, ça sera repris un peu plus tard quand le malade est stabilisé. Il faudrait une reprise de l'activité physique et il faut que cette activité physique soit régulière pour entraîner, maintenir une certaine capacité physique à l'effort. En cas de décompensation, les traitements, c'est le repos évidemment. Là, c'est bon. Hein? Oui, c'est bon. Je vous l'envoie. Il n'y a pas de problème. Je vous l'envoie sur WhatsApp. Hein? Il n'y a pas de problème. OK. C'est peut-être plus simple comme ça, sinon on va perdre beaucoup de temps.
Les deux. OK. Enregistré. Hop là. Allez. Voilà, hop là, allez. Vous l'avez? Non, c'est pas encore arrivé. Ah, ça met du temps. Je vérifie juste que c'est bien parti. Ah, pardon, je n'avais pas fléché. Là, c'est fléché, c'est parti. Là, vous l'avez normalement. Oui, je l'ai reçu, je projette tout à l'heure. OK.